Rayonner, S'émerveiller, Découvrir, apprendre, Rire, créer, s'émouvoir, rencontrer, Vibrer. embrasser, chanter, aimer, illuminer. rêver. expérimenter. C'est ça, la vie, dans toute sa splendeur. Hello tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode de Dans toute sa splendeur. Je suis trop contente de vous accueillir aujourd'hui avec Powell. Hello. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais tout simplement te présenter? Alors, moi c'est Powell ou Pavel, les deux se disent. Ah pardon, Ah excuse-moi. non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. J'ai 27 ans et actuellement je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Avant ça, j'avais fait des études un peu par-ci par-là, j'ai fait beaucoup d'études. Et aujourd'hui, je prends le temps de prendre soin de moi après un gros contrat d'une année. Et je reprends la création de contenu avec les marques avec lesquelles j'ai pu travailler déjà auparavant. Et j'ai aussi des petits projets à côté, mais pour le moment, c'est que des idées. Ça gamberge un peu dans la tête, mais voilà, on avance un jour à la fois, comme je le dis. Et voilà. Trop bien. Et ta personnalité, tu dirais que t'es comment? Deux mots, grande enfant. J'ai toujours aimé le monde de l'enfance, que ce soit les jeux, les films. Donc une très très grande âme d'enfant que je n'abandonne jamais dans ma vie, que ce soit professionnelle, personnelle. Donc voilà. Trop bien, j'adore. Bah écoute, vas-y, hein. À toi l'honneur, choisis une Ah carte. là là. Et bah tu en as des jolies cartes en plus. Merci. Hein. Il y en a une qui me tente quand je suis arrivée, celle du soleil. Ok. Parce que j'adore le soleil, je suis quelqu'un de très très chaleureux. Et du coup, quand je vois un soleil, je suis très très happée. Il n'y a pas Je t'ai mis de... un autre soleil. Oh, me tente pas. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je savais que c'était une bonne carte. Un conseil qui me vient de ma grande sœur, que j'aime d'amour, vraiment, qui est toute ma vie, ma vie entière, c'est ma meilleure amie. Un conseil qu'elle m'a donné, là récemment, de toujours m'écouter moi-même et de faire ce que j'ai envie. Même si j'ai très peur et que j'ai peur que ça foire, de le faire. Sans ce conseil-là et tous les autres qu'elle me donne, je pense pas que je serais là aujourd'hui à explorer toute ma personnalité, les envies et tout. Et du coup, c'est ce conseil-là que je conseille à tout le monde aussi. Faire ce qu'on a envie malgré la peur, les doutes, le jugement. Quand on a peur, c'est que c'est bon signe. Voilà. Et elle te l'a dit dans quel contexte, si tu veux en parler? Elle me l'a dit justement dans le projet, en fait, quand j'ai repris mon entreprise de création de contenu, j'étais un peu dans le flou et je savais pas comment reprendre. J'avais pas peur de le faire, mais je ne savais pas comment. Et je trouvais pas de solution concrète, tangible. Et elle m'a dit, mais si tu penses qu'une solution est la bonne et que tu sens qu'au fond de toi et que ta peur c'est la bonne, bah fais-le quoi, fonce. Et c'est un soutien vraiment incroyable dans tout ce que je fais dans ma vie. Depuis qu'on est enfant, en fait, on est très, très fusionnel. Et même dans la vie professionnelle, que ce soit elle ou moi, on arrive à se supporter, à se soulever quand ça ne va pas. Et là, au moment où j'avais besoin d'une oreille et d'un soutien, j'ai eu ma sœur. Et juste d'avoir son soutien-là, juste une phrase, de me dire... Fais-le parce que t'as peur, fais-le parce que t'as envie. Ça m'a reboosté fois 1000. Même si on a des jours, voilà, des journées où c'est un peu plus compliqué que d'autres, je me rappelle de ces mots, de ces conseils. Et en fait, je me dis, ouais, je vais pas passer une mauvaise journée, quoi. Donc, grâce à elle, j'avance pas à pas. Et ça qui est aussi important, moi, dans mon projet professionnel, d'avoir pas une béquille, mais voilà, d'avoir quelqu'un qui te supporte dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ça, je sais même pas comment la remercier, parce que même merci, c'est pas assez pour moi. Donc, elle le sait. En tout cas, je la remercie énormément pour ce conseil qu'elle m'a donné il y a pas très longtemps. Trop bien. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on a préparé l'épisode ensemble, en fait, quand j'ai relu tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un truc, enfin un fil conducteur, c'était le temps. Ouais. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et c'est vrai que le temps, comme on en avait parlé, le temps c'est quelque chose, on se rend pas compte, mais c'est une richesse plus, pour moi, à mon sens, c'est une richesse plus que l'argent. L'argent, c'est un moyen de réaliser des choses, mais le temps, c'est quelque chose qu'on n'a pas éternellement. Et là, quand on arrive à des âges comme le mien, où on est en fait matrixé par une limite, entre guillemets, le temps pour nous, pour moi ou pour d'autres personnes qui me ressemblent, c'est quelque chose de très, 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 très riche. Le temps de prendre soin de soi, le temps de travailler, le temps de découvrir, et même le temps juste de rien faire aussi.
Et c'est très récemment que j'ai compris, et récemment quand je dis ça, c'est vraiment il y a 2-3 ans où j'ai compris que mon temps était précieux et que toutes les actions que je pouvais faire dans ma vie dépendaient du temps et pas forcément de l'argent. L'argent, c'est en plus, parce que tu travailles, il y a une fonction productive derrière. Mais dans ton temps, il y a quelque chose qui te pousse à ralentir, à réfléchir que voilà, dans quelques années, dans 20, 30, 50 ans, on n'aura plus le temps de dire « Ah bah j'aurais dû le faire ». Et ça, c'est quelque chose qui se construit pas à pas et qui est très difficile. On le dit pas souvent, mais c'est très difficile quand on a un projet ou quand on a des aspirations, que le temps joue énormément dans chaque étape. Sauf que, aujourd'hui, on voit bien, on vit dans une frénésie. Tout va vite, tout change, et on prend plus le temps de faire les choses et d'apprécier ce qu'on fait aussi. Ouais. Donc, moi qui étais dans ce processus un peu dans mon projet entrepreneurial, où dans la création de contenu, tout change, tout va vite, il y a des tendances, il y a ci, il y a ça, et j'ai pas vraiment pris le temps de me découvrir moi en tant que créatrice, qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que j'aimais pas faire. J'ai foncé dedans, quoi. Je me suis dit on fait comme tout le monde et on verra ce que ça donne, et au final j'étais pas épanouie dans ce que je faisais, c'était pas moi, ça me ressemblait pas, parce que j'avais pas pris le temps de vraiment découvrir qui j'étais dans mon processus créatif, dans ce que je voulais renvoyer aussi. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens. Et ça, pour n'importe quel niveau de vie, que ce soit la famille, les amis, les amours, le travail, le temps, c'est quelque chose qui est très précieux, et aujourd'hui je le comprends, et j'aimerais le faire comprendre à d'autres personnes aussi, que c'est pas une fatalité de perdre 1 an, 2 ans, 1 mois, 1 jour, c'est rien. Ah oui? Ouais, en vrai, quand tu te dis par exemple sur une semaine, j'ai rien fait pendant une semaine. Une semaine, c'est quoi dans une vie? Dans toute une vie. C'est rien. Pour certaines personnes, ça peut être très frustrant de dire « Ah bah j'ai rien fait, j'ai pas été productif ». Et pour d'autres, c'est de dire « Bah ok, j'ai rien fait, mais c'est ok, c'est pas un problème, parce que moi j'ai mon rythme, j'avais envie de rien faire aussi ». Et pour d'autres, c'est la catastrophe. Oui, moi je suis plutôt comme ça. Ouais, ça c'est pas mauvais, hein, parce que tu pousses à être meilleur. Et pour d'autres, c'est une fatalité. Genre, ah bah j'ai rien fait, j'ai raté ci, j'ai raté ça. Et avant, j'étais comme toi aussi, je me dis, mais en fait, j'ai tout raté, je vais rien vivre et tout. Alors que non, je pense qu'il y a un temps pour chaque chose et pour chaque personne. Donc il n'y a pas de... J'ai plus de mal à me dire « Ah, j'ai rien fait, c'est grave et tout ». Parfois, ça m'arrive, je le cache pas, ça m'arrive de me dire « Ah, bah, aujourd'hui, j'ai rien fait, je me sens nulle ». Et les fois où ça arrive pas, je profite de me dire « Ah, bah, j'ai envie de rien faire, je fais rien ». Voilà. Mais je trouve ça hyper intéressant, parce que justement, j'allais te demander la question inverse, en fait. Ouais. J'avais pas vu venir ce que tu as dit, parce que pour moi, parce que c'est ma manière de voir les choses, qui est vraiment pas parfaite, quoi. C'est que je me dis, pour moi, le temps, c'est comme toi, c'est une richesse de ouf. Mais du coup, l'excès de cette pensée, c'est de croire que tu peux pas perdre de temps. C'est ça. Et du coup, je pensais que ça allait être un peu ta pensée aussi, parce que pour moi, c'était, impossible de concevoir le temps comme une richesse et en même temps se dire que tu peux perdre une semaine. Ouais. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant que tu arrive à penser ça. Ouais, c'est en le vivant aussi, parce que quand on vit des expériences, je vais donner un exemple. Par exemple, l'année dernière, cette année, j'ai terminé mon alternance. Et je me suis dit, en 1 an, il peut se passer tellement de choses. Imprévues, prévues. Moi, je suis quelqu'un qui prévoit beaucoup les choses. J'aime m'organiser les choses, avoir ma semaine carrée. Et avant, j'avais du mal à laisser place à l'imprévu et à ce temps, en fait, qui n'est pas prévu dans quelque chose qui était très carré, très millimétré. Et ça s'apprend. C'est pas du jour au lendemain, je me suis dit, ah bah aujourd'hui, je vais laisser les choses faire. Non, c'est vraiment accueillir ce moment d'imprévu et de ce temps en plus pour se dire, ouais, là, j'y avais pas prévu ça. Ça me fait perdre du temps ou gagner du temps. Mais en rien, je perds quelque chose. L'imprévu, c'est quelque chose qui bloque, qui fait peur, qui nous déstabilise complètement et qui pour nous, est pas bon. Et dans l'imprévu, il peut se passer de belles choses comme des choses pas cool. Mais il faut pas voir ça comme une fatalité non plus. Il y a quelque chose où tu te découvres autrement aussi. Tu dis, dans l'imprévu, c'est inconfortable, mais tu trouves des solutions pour
pour voilà, faire avancer la chose. Donc ouais, dans ma vie, c'est très important d'avoir conscience de ça. Et ça me permet de mieux vivre le moment présent. C'est de l'apprentissage. Et il ne faut pas se dire « Ah, moi, je ne vais pas y arriver » en voyant d'autres gens arriver parce qu'on ne connaît pas tout le monde, tu vois. On peut pas savoir. C'est hyper intéressant que tu parles de l'imprévu parce que c'est... Moi, je sais que j'ai une conception de l'imprévu qui est très différente de beaucoup de gens. C'est que moi, j'adore ça. Ouais. Vraiment, l'incertitude, ça me fait vibrer. Et le fait que tout soit sûr, c'est mon angoisse. Mais vraiment. Il y a énormément de gens qui pensent comme toi. Et pareil, il y a énormément de gens qui pensent comme moi et qui vivent comme ça aussi. Ouais. Et il faut se dire, on n'est pas tout seul, quoi. Et c'est ça qui est rassurant. C'est ça. Je pense qu'être comme moi, ça a des avantages. Par exemple, dans le fait que... quand un imprévu arrive, je ne suis pas déstabilisée du tout. Une capacité à rebondir très vite. Ouais. Mais d'un autre côté, le fait d'être peut-être un peu plus cadré que moi, c'est avoir un meilleur équilibre, je pense. Parce que moi, j'ai tendance à parfois être un peu too much, quoi. Enfin... après, on a chacun et chacune notre façon d'avoir notre sens de l'organisation. Il y a des gens qui sont très organisés dans un bazar. J'en ai déjà vu qui retrouvent leurs choses, qui ont leurs repères dans un capharnaüm, pas possible. Mais tu vois, ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Et l'un, tu peux vivre avec l'un des deux côtés et ensemble. Et c'est dans cette complémentarité, tu peux facilement avancer. Mais c'est en changeant qu'on devient meilleur, qu'on vit de nouvelles choses. Parce que quand on reste... dans sa zone de confort, comme on l'appelle communément, on vit pas grand-chose, donc... Moi, je sors pas de ma zone de confort dès qu'il y a un imprévu, parce que l'imprévu, c'est ma zone de confort. C'est ça. Tu vois. Et au final, je me suis rendu compte que même si on pourrait croire que je sors de ouf de ma zone de confort, parce que je fais plein de trucs différents, pas tant. Non. Parce que moi, ça me fait vibrer, donc c'est pas du tout en dehors de ma zone de confort. Par contre, j'ai vécu des trucs où tu sors de ta zone de confort... c'est là que en fait c'est que tu découvres déjà même comment tu réagis face à une situation. Tu te dis wow, c'est pas moi là, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis il y a un truc qui va pas, je suis pas à l'aise, c'est pas confortable, j'aime pas. De suite c'est le truc que tu dis, c'est j'aime pas, c'est pas fou, c'est pas fou, je n'aime pas, je ne veux pas recommencer. Ma zone de confort, c'est vraiment être chez moi et prendre soin de moi. Sauf que il y a une part de moi qui, je sais, elle est là, elle sommeille. Elle se réveille petit à petit, qui me dit non, il faut sortir. Il y a autre chose à voir, il y a autre chose à faire. J'ai essayé de déceler pourquoi je ne le faisais pas. C'est parce que j'ai peur de faire les choses seule. J'ai l'habitude de faire les choses avec des personnes. Ouais. Et là, il y a très peu de temps, j'ai appris à faire les choses seule et ne plus attendre. Parce qu'en attendant, je le fais pas. On ne fait pas. Donc je suis attirée par beaucoup de choses, j'aime beaucoup de choses et je me dis je vais pas attendre quelqu'un ou le dernier moment venu pour le faire. Donc là tu vois, le risque, je décide de le prendre, dire je vais sortir seule, je vais faire l'activité et je le fais. Et après on verra quoi. Mais c'est vrai que dans ton cas, je connais peu de personnes qui aiment ça, genre le goût du risque, l'imprévu. Moi, je trouve ça bien parce que tu peux être complémentaire avec plein de gens qui ressentent pas ça et leur apporter ça. Moi, je suis dans cet élément-là, dans ce mode de vie-là. Regarde, je suis pas malheureuse, quoi. Ah non. Mais c'est rassurant pour des personnes qui sont plus dans cette vision-là, du organisé, du tout carré, du voilà, moi, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça. Mais en plus, je suis aussi comme ça. Hein. Ouais. Je sais pas comment tout est compatible. C'est compatible. C'est que tu as trouvé l'équilibre, en fait, entre ton côté, voilà, très actif et ton côté moins actif qui est plus calme. Et en fait, tu as réussi à trouver un équilibre avec ces deux éléments-là. Mais c'est deux vidéos que je veux faire. Une sur l'incertitude et une sur mon organisation. Comment est-ce que je fais tout en n'étant pas dans le burn-out et voilà. Ouais, ça, le burn-out. Ça, t'en as fait un sujet dessus sur ça, le burn-out? Non, parce que j'en ai jamais vécu. Donc Moi, je l'ai vécu, jeune aussi, dû au travail. Je ne souhaite ça à personne, bien sûr. C'est très jeune, c'est pas... En y repensant, c'était pas facile. Ça a duré longtemps. Et pareil, à ce moment-là, j'avais peur de quitter mon travail. C'était un job étudiant que j'avais depuis 4 ans et demi, donc presque 5 ans, où je m'y sentais bien, parce que je m'y sentais utile, mais autour, plus, le management autour n'était pas sain. Et en fait, j'avais peur de prendre le risque de partir, quoi.
Ouais. Et si je l'aurais pas fait, je pense pas que j'aurais pu faire d'autres projets ou même reprendre des études ou retravailler. Et vivre sa jeune, c'est très très dur. Surtout quand on nous dit que le travail, c'est quelque chose de très important et que quand on se sent pas bien au travail et qu'on priorise notre santé, c'est vu comme... Enfin, faut pas le faire. Moi, je trouve ça pas cool. Et pour tous les jeunes qui travaillent, pour être passés par là, on sait ce que c'est de cumuler études, travail. C'est épuisant. Et on se rend pas compte de toute l'énergie qu'on... C'est énergivore. Vraiment, c'est énergivore de travailler pour quelqu'un d'autre en plus qui reconnaît pas forcément la valeur aussi, pas forcément la valeur travail, mais juste la valeur de la personne, de ce qu'elle peut apporter à une entreprise, à une équipe. Et moi, quand je suis partie, c'était vraiment la libération, quoi. Genre, je savais pas ce que j'allais faire, mais j'étais tellement libérée de ce poids-là, de me dire, ouais, je vais pas retourner dans un espace où je me sens pas bien, où j'angoisse. Pendant 5 ans, j'ai pas eu de vacances, pas eu de week-end. Et on met un peu sur pause une jeunesse. Moi, je vis ma jeunesse maintenant. 27 ans, je vis les meilleurs moments de ma vie, chose que j'ai pas vécue à 20 ans, 21, 22, parce que je travaillais, parce que j'avais des obligations, et j'avais mes études, un loyer, comme tout le monde. C'est important d'en parler aussi. Faut pas rester de dire je reste parce que j'ai besoin. Faut en parler au maximum de personnes auxquelles vous pourrez trouver de l'aide, que ce soit une RH, une amie, des proches, des associations. Moi, ce que j'avais fait, j'étais allée dans une association qui défendait des jeunes, notamment des jeunes étudiants étrangers, mais aussi français, sur Paris, pour quitter son travail calmement, pas de manière abrupte et frontale et difficile. Et moi, je suis passée par là où, en fait, on m'a accompagnée pas à pas. C'était très rassurant d'avoir ce genre de structure pour le faire et de ne pas se sentir coupable, surtout de partir. Ouais. Parce jeune, je pense à tout âge, on a cette culpabilité de dire ouais, je quitte quelque part, ça y est, j'ai pas réussi. Alors que là, j'ai quitté parce que ma santé était en jeu, où en fait, j'angoissais rien qu'à l'idée d'aller au travail, quoi. Je dormais pas, je mangeais pas, j'allais en cours, mais voilà, c'était... Mais c'est drôle parce que t'as commencé en parlant de ce travail en disant je m'y sentais bien. Je m'y sentais bien au début, les 3 premières années. Je m'y sentais bien parce que le management était pas mal. Donc j'avais pas à me plaindre. J'étais bien, j'avais une belle équipe, des responsables qui étaient assez ouverts, assez compréhensifs. Et au bout de la fin de la 3e année, 4e année et presque la 5e, là, ça s'est dégradé. Et c'est là que la santé, le pan de la santé est arrivé. Je veux dire que c'est pas normal d'angoisser alors que je vais travailler. Et je travaillais que 2 jours par semaine, c'était que le week-end. C'était des moments très intenses, mais c'était que 2 jours par semaine. Donc en vrai, dans ma vie, c'était pas... Oui, mais t'avais pas de week-end. Voilà, c'est ça, c'est le sacrifice, c'est ça. C'est que pas de week-end, donc pas de sortie, pas de voyage. Si vous travaillez n'importe où, si vous vous sentez pas bien, je sais que c'est bateau à dire, mais partez. Après, ça se prépare un départ. Je dis pas qu'il faut partir comme ça du jour au lendemain et que... Il y en a qui le font et qui sont très alignés avec ce genre de décision. Mais pour ceux comme moi qui n'aiment pas du coup le risque et qui ont peur de l'avenir, ça se prépare. Il y a des structures il y a des accompagnements. Vous pouvez voir, moi j'étais passée par ma RH aussi qui m'a accompagnée assez bien. À partir dès qu'on est dans un endroit, un travail, quelque chose qui ne nous convient pas, changez, partez. Parce qu'il y a autre chose qui est mieux pour nous dans tout ce que vous faites. Donc, Bah écoute, je te laisse prendre une nouvelle carte. Non, je vais changer. Tiens, on va prendre le petit nuage là. Okay. Oh, quelle est la femme que tu aimerais rencontrer? Ouh là là. Il y en a plusieurs. Ça va être dur de choisir. Mais j'aimerais beaucoup rencontrer Zendaya. Je ne sais pas pourquoi. Mais pas vraiment pour son travail artistique aussi. Comment elle fait pour enchaîner tous ces projets-là d'un genre à l'autre. Je sais pas, ça m'a l'air quelqu'un de très fun aussi et très posé. J'aimerais beaucoup rencontrer, c'est une américaine qui s'appelle Tracy Ellis Ross, donc la fille de Diana Ross, qui elle, j'aimerais avoir son secret pour vivre en fait, comment elle fait pour vivre tout ce qu'elle fait, parce qu'elle n'a pas de mari, pas d'enfant. Arrivée à presque 60 ans, tu vis une vie qui n'est pas du tout prévue pour la vie d'une femme. En général, une femme doit avoir des enfants, un certain travail, et elle, rien à voir. Et c'est le genre de femme en fait que j'aspire à être aussi. J'aimerais beaucoup. Elle a l'air très drôle. Je la suis sur les réseaux. Elle est à mourir de rire. Et en fait, je sais pas. J'ai l'impression de me voir, mais genre
dans 40 ans, quoi. Donc, ça fait un peu effet miroir et j'aimerais beaucoup la rencontrer. Et ça, tu vas rire, hein, mais j'aimerais beaucoup rencontrer Brigitte Macron. Juste pour savoir comment elle vit avec le président. Parce qu'en fait, c'est dur. Madame Macron, je sais pas comment vous faites, mais j'aimerais beaucoup vous rencontrer pour savoir. Pour savoir ce que c'est d'être femme politique. Enfin, qu'est-ce que c'est d'être femme d'un homme politique, quoi. Genre, le quotidien, C'est hyper drôle. Ouais, non, en fait, c'est que on la voit. Moi, je la vois, je me dis, mais comment elle fait ? Je me suis toujours posé la question, comment elle fait ? Comment elle se sent, elle ? Parce qu'on la voit, enfin, on voit lui, parce que c'est notre président, mais on n'a jamais ce regard sur la femme de... Oui, bah après, c'est normal. Voilà. C'est pas comme aux États-Unis, elle c'est a ça. pas de rôle... C'est ça, mais comment elles vivent, les femmes de président de notre c'est pays. hyper drôle comment elles pensent. Mais voilà, je sais pas, à force de la voir, je me dis, mais madame, il faut parler, il faut dire quelque chose, dites-nous, nous on est là, on est des femmes, on peut toujours s'apporter quoi que ce soit. Mais c'est vrai comme on la connaît pas trop, on a une image d'elle qui est un peu froide, un peu fermée, mais ça se trouve... Oui. C'est quelqu'un de rigolo, hein. Donc, je me suis toujours posé la question, quand je la vois à l'image, je me dis, mais comment elle vit ? Comment elle fait ? Comment elle se sent ? Comment sont ses journées, quoi ? Parce que nous, on voit pas tout ça. Ouais. Mais voilà. Bah écoute, trop rigolo. Ouais, bah bon. Tu peux en choisir une autre. On enchaîne. Ah, les petites fleurs. Alors, un texte à trous. J'aimerais que quelqu'un me dise enfin, 3 petits points, pour que je me sente et que je puisse. J'aimerais que mes parents me disent enfin, on te voit, pour que moi je me sente alignée et vue, afin que je puisse vivre mes rêves. C'est quelque chose que j'ai toujours, l'approbation de mes parents, c'est quelque chose que j'ai toujours attendu, espéré, on va dire. Pas qu'ils me le disent pas, mais j'attends toujours. Et je suis quelqu'un qui a besoin de mots pour avancer. Quand on me dit quelque chose, ça me donne de l'énergie, quoi. Et pour mes parents, malgré leur histoire personnelle, c'est pas quelque chose genre de dire les choses, d'exprimer leurs émotions. Mais le jour où ils me diront ça, je pense que ça va me débloquer, m'enlever un poids qui n'est pas si lourd aujourd'hui à porter, mais qui est là encore. Et je pense que si un jour ils me disent ces mots-là, qu'on est là, qu'on te voit, que tu réussis, ça va enlever un poids qui est là. Mais dès que ce poids sera enlevé, je sens que je pourrais encore plus être alignée avec ce que je fais déjà de ma vie. Mais c'est vrai que c'est pas facile comme sujet, les parents. On en avait parlé et tout, et notamment c'est lié au temps. Quand je regarde un peu jusqu'à aujourd'hui de ma vie, mes parents n'ont pas jamais pris le temps de me connaître. Moi, je connais mes parents, mais eux ne me connaissent pas. C'est difficile parce que je rencontre peu de personnes qui ont ce rapport-là avec leurs parents, où on a une certaine distance un peu. Et cette distance-là, elle est pas facile à vivre quand on a besoin, surtout, de nos parents à un certain âge, notamment quand on est au lycée, quand on va rentrer à la fac, pendant les études. On a besoin à ce moment-là de nos parents, parce que nous, on dit, ouais, à 18 ans, t'es majeur. Sur le papier, oui. Mais à 18 ans, pour moi, t'es encore un enfant. T'as pas les armes émotionnelles, les bagages pour avancer, pour vivre les difficultés, les échecs, les doutes. Et à ce moment-là, tes parents sont là par leur expérience pour t'épauler. Et ça, c'est une chose que j'ai pas eue. Et en fait, j'ai appris ça seule et avec d'autres. Sauf que c'est pas le même rapport. Quand les parents, c'est vraiment, ils nous ont mis au monde, donc forcément, on a une confiance, on va dire, aveugle en eux. Chose que moi, j'ai pas. Mais ça m'a pas empêché de gagner confiance aux autres. Et pour, en fait, on va dire, entre guillemets, combler les trous et combler, voilà, le vide que j'ai pu ressentir avec mes parents quand j'étais plus jeune et un peu encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que les mots de nos parents nous touchent et nous transforment et nous construisent aussi. Et quand on les a pas, on se construit autrement. Et aujourd'hui, je me dis, je l'ai pas perdu en fait, mon temps à apprendre de l'échec, à apprendre de la confiance, du pardon aussi. C'est quelque chose que moi, avant, je pouvais pas pardonner. Hein. Tu me fais un truc... j'étais très radicale de dire, tu me fais quelque chose...
prends la porte et je la rouvre pas. Et du coup, c'est un travail qui était très épuisant pour moi, qui suis anxieuse, parce que j'angoissais tout le temps sur ça, sur qu'est-ce que vont penser mes parents, comment je vais satisfaire mes parents, Et en fait, en ayant toutes ces pensées-là, à qu'est-ce qu'ils vont penser eux, moi, je m'autorisais pas, en fait, à qu'est-ce que je fais moi, qu'est-ce que je pense moi, comment je me construis. Et c'est pas facile, notamment quand on a des parents qui viennent de 2 cultures différentes, qui n'ont pas du tout la même vision du monde, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui sont littéralement opposés, et qui ont des enfants qui sont pas du tout comme ils espéraient être. Et là aussi, la distance est encore plus creusée, parce que quand on veut des enfants, on projette un petit peu. Ah, il sera un peu comme moi, ah, il sera comme ci. Sauf qu'un enfant, ça reste un enfant, mais c'est un être humain aussi. Donc tu peux t'attendre à tout, à tout sauf à ce qu'il soit comme toi. Et c'était difficile pour mes parents de réaliser que leurs 5 enfants n'étaient pas du tout comme ils l'avaient prévu. Et dans les moments un peu, les moments difficiles que j'ai pu avoir avec eux, je me suis dit, c'est de l'apprentissage. Je vois comment ils réagissent à certaines choses. Moi, je vois comment je réagis à la même chose, à certaines choses. On apprend, on dit, ok, c'est comme ça. Et on avance. Mais au fond de moi, il y a toujours cette petite partie de moi qui me dit, mais ça reste mes parents. Donc, il y a ce petit espoir qui est là, qui me fait avancer aussi, me dire, oui, certes, ils sont comme ils sont aujourd'hui, mais je reste leur enfant. Et même si on est différents, j'attends et j'espère qu'un jour, ils comprendront et qu'ils auront cette capacité-là à se positionner, à demander pardon et à me dire, parce que je veux entendre, mais me dire sincèrement ce qu'ils pensent de moi et tout. Mais si je reste focalisée dessus, en fait, ça peut vite... je peux vite, me donner toute l'énergie, dans ça et pas avancer. Donc, accepter aussi, c'était difficile, ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, je l'accepte plus facilement. Mais c'est vrai qu'à l'âge où on a besoin de ses parents entre 15 jusqu'à... entre 15 et 25 ans, en fait, cette période-là, je trouve qu'on a besoin de cette structure-là et on a besoin de cet appui-là. Parce qu'il peut t'arriver tellement de choses. Alors, tu peux faire des études, arrêter, t'installer, emménager chez toi, revenir chez tes parents, lancer un projet, ça marche pas. Tu vois, il y a besoin de cet appui-là pour dire ça va aller, c'est ok. Parce que moi aussi, je suis passée par là, moi aussi, j'ai eu des galères, moi aussi, j'ai entrepris des choses qui n'ont pas marché. Et moi, je n'ai pas trouvé cette aide dans mes parents, j'ai trouvé ailleurs. Mais c'est vrai qu'au fond de moi, j'attends toujours ça. Et c'est ça aussi qui m'a fait comprendre la valeur du temps. Ouais. De plus j'avançais en âge, plus cette pensée me travaillait. Et maintenant, aujourd'hui, je fais ma vie. J'attends secrètement, mais eux, si je leur dis directement, je sais qu'ils me le diront pas. Et que j'ai plus de temps à perdre avec des personnes qui n'ont pas la même capacité à interagir ou à comprendre les choses. Donc, même si c'est ma famille, on a le même sang, on a des mêmes liens qui nous unissent, mais il faut accepter parfois de laisser ça et d'avancer, de construire sa propre famille. Et c'est dur parce que quand on voit autour de soi des amis qui ont leurs parents, leur père, mère, frère, cousin, ça. Et quand on n'a pas ça, ça peut être très, très... pas déprimant, mais ça peut blesser le cœur. Ça veut dire, ouais, moi, j'ai pas ça et tout. Pendant des années, je me suis dit, mais j'arriverai jamais à construire ma famille, je vais jamais trouver des gens qui sont comme moi ou qui aspirent qui ont les mêmes valeurs. Et en fait, c'est juste en cherchant et en sortant de cette zone de confort, en décidant de prendre le risque de le faire, que j'ai trouvé et que je trouve encore aujourd'hui. Et ça répare, tu vois, c'est des petits pansements, tu vois, un peu sur des blessures, ça répare, ça te permet de mieux avancer aussi. Donc, faut pas se dire, c'est déprimant, tu vois. Oui. Ok, hyper intéressant. Enfin, oui. Enfin, voilà, t'as compris. Oui. Je reprends une carte ? Vas-y. On va prendre celle-là. Oh, portrait chinois. Si j'étais une promesse que je me suis faite, je serais. La promesse que je me suis faite, c'était il y a quelques années, quand j'étais à la fac. Je ne sais plus quelle fac, parce que j'ai fait tellement d'études. C'est de jamais abandonner. Dans les moments les plus difficiles, notamment de mes études, jamais abandonner. Et ensuite, j'ai transposé ça dans tous les niveaux de ma vie. Que ce soit en amour, les amis, jamais abandonner les projets. Parce que dans l'abandon, en fait, on arrive...
parce qu'on arrive à la fin de quelque chose. Mais quand on aime tellement un truc, on se dit non, je peux pas lâcher. Je peux pas, je dois aller jusqu'au bout. Au moins, aller jusqu'au bout et se dire, ok, j'ai fait jusqu'au bout et au pire, si ça échoue, c'est pas grave. C'est souvent arrivé pendant mes études de me dire, non, tu t'es promis de pas abandonner, n'abandonne pas. Si tu abandonnes, c'est que tu t'abandonnes toi, tu vois. C'est dur, hein. Ah là là, c'est dur. Ah, je sais pas, pourtant, moi, j'aime apprendre. Et dans le cadre de l'école, l'école a toujours été un refuge. Pour moi, j'ai toujours appris. Je me suis toujours sentie en sécurité. Et de me dire que je pouvais lâcher un truc, c'était pas possible. Ouais. C'était pas possible de dire non, on n'abandonne pas. T'as commencé, termine. Pour les étudiants, parce qu'en général, c'est 3 ans, 5 ans. Termine. Au moins pour toi, parce que moi, ce sera ta satisfaction. T'auras pas abandonné. T'auras prouvé à toi-même que tu peux le faire. Ouais. Mais l'abandon, après, parfois, c'est quelque chose qui n'est pas choisi. Mais ça, c'est quand c'est pas de notre ressort, oui, là, on peut rien faire. Mais quand toi, tu décides d'abandonner, c'est que t'es fatigué, tu vois que, par exemple, c'est plus pour toi. Mais l'abandon, comme pour l'échec, c'est plus quelque chose qui est... aujourd'hui, je trouve que c'est plus quelque chose qui est dévalorisant. Les gens prônent l'échec comme voilà, un tremplin, une étape, et pas comme quelque chose de raté. Donc heureusement, parce qu'avant, moi je me rappelle, je pouvais en parler autour de moi, échouer, c'était vraiment, ah mais l'abomination quoi, genre ah, t'as échoué, t'as raté ta vie, ah d'accord, tout ça. Aujourd'hui, je trouve que la notion d'échec est beaucoup plus appréciée qu'avant, et dire bah, c'est pas grave, t'as échoué à cette étape-là, ou à cette étape, ou dans tel projet, ou dans telle entreprise, rien, il n'y a rien qui peut t'empêcher de recommencer et de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc je trouve ça hyper bien pour les jeunes, pour tout le monde, que de voir l'échec comme une vertu et pas comme un défaut. Donc ça m'a beaucoup aidée dans mes études aussi. De me dire, ok, bah là, c'est pas grave, j'ai raté un examen. La première fois que j'ai eu 0, j'ai même pas chialé, quoi. Genre, j'étais là, bon, c'est pas ça qui va me définir. Tu vois, en fait, c'est que j'ai toujours été studieuse à l'école, du plus loin que je me souvienne, de la maternelle jusqu'au lycée. Avoir 0, c'était vraiment le... Ah, si j'ai 0, j'ai raté ma vie, quoi. Genre, je crois que je suis pas capable d'avoir 0. Et en fait, le jour où j'ai eu mon premier 0, je l'ai regardé comme ça. Avec ma copie, j'ai fait, bon, bah, c'est pas grave, hein, écoute. C'est pas un 0 qui va définir ma vie. Et en fait, tu te dis, ok, bah, quelque chose que je redoutais, finalement, je m'en suis sortie. Donc, ça te donne aussi confiance en ta capacité à rebondir face à des choses que tu n'as jamais vécues. Voilà, quoi. c'est ça. Je redoutais le 0 toute ma vie, mais c'était pas possible. Genre, notamment quand on a des parents ou des proches qui sont exigeants dans la réussite scolaire, à 0, c'était interdit. C'était même pas possible, c'était que c'est interdit d'avoir un 0. Et le jour où je l'ai eu, je me suis dit, ok, bah c'est pas grave. On continue, et j'ai mis mes forces dans d'autres matières, dans d'autres examens où ça a pu rattraper. Mais le jour où je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, en fait, je l'ai tellement redouté, mais j'avais accepté que j'avais déjà échoué, quoi. Je me dis, bah je connais pas mon cours, je sais que, voilà, quoi, je vais pas y arriver, mais c'est pas grave. Et ça, quand on accepte l'imprévu, quand on l'accueille comme il est, on le vit mieux, je trouve. Alors que quand il est là, on dit, ah non, c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça, je peux pas le faire, c'est pas quelque chose qui était prévu, bah, dans la majorité des cas, ça s'empire, quoi. L'imprévu c'est l'effet boule de neige, ça devient plus gros, moins gérable. Alors que quand on l'accueille, on se dit, ok, il se passe ça. Parfois, c'est même pas de notre ressort. On n'a pas la main dessus. Et on se dit, bon, bah ok, c'est comme ça, on voit comment je réagis. Et il faut pas surtout, faut pas garder, quoi. Si t'as envie de pleurer, bah pleure. Si t'as envie d'être en colère, sois en colère. Si t'as envie de crier, crie. Mais il faut pas le garder parce que ça peut vite remonter autrement. Et maintenant, l'imprévu me fait moins peur. Parce que t'as vu que t'étais capable. Voilà, parce que j'ai vu que j'étais capable et que le changement, je l'acceptais beaucoup plus facilement qu'avant. Bah, c'est trop bien. Ouais. Je sais plus où j'avais lu ça, mais ça m'avait marqué. C'est dans l'inconfort qu'on se connaît le plus. Et même parfois, il faut le provoquer. On se dit, ok, bah là, je suis dans une situation pas confortable. Allez, on va faire une action, une deuxième, une troisième. Et c'est là où on s'allège l'esprit. Mais c'est vrai que quand on est confortable, on connaît la même chose, on vit pas grand-chose, comme je t'ai dit. Et dans la confort, bah, on sort, on sort de confort, on découvre. Et on se connaît mieux et on découvre aussi des parties de soi qui sont inconnues, qu'on n'aurait jamais pensé
connaître ou même faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. Mais je vois que moi, autour de moi, je vois que de plus en plus de gens osent, font, et c'est motivant. Ouais. C'est motivant, et même si ça prend du temps, il y a des projets qui prennent plus de temps que d'autres, il y a des gens qui vont réussir de suite, d'autres pas, mais ça ne veut pas dire que toi, tu réussis pas, quoi. Ouais. Quelle est la remise en question qui a été la plus dure pour toi ? C'était il y a 1 an, avant que je commence mon alternance. J'hésitais à le faire. Et la remise en question, c'était vraiment, je vais reprendre des études à 26 ans, du coup, pour 1 an. Je vais être avec des gens que je ne connais pas, qui vont être sûrement beaucoup plus jeunes que moi, qui n'ont pas du tout la même vision du monde que moi. Je me suis dit, ce sera un temps aussi d'apprentissage où je vais devoir réapprendre, devoir avoir cette position un peu de je ne connais rien et je suis là pour apprendre et tout absorber. Ça m'a fait peur, vraiment. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Et quand on ne sait pas, on est obligé de se dire, ok, là, je suis dans une situation où je dois choisir, prendre ce temps d'apprentissage, d'études pour arriver à mon objectif, ou rester comme ça et rien faire. Et en fait, j'ai pu voir tout le parcours que j'ai fait. Je me dis, avec tout ce que tu as pu faire, c'est pas juste une année d'alternance qui va te faire peur. Ouais. Voilà, donc en relativisant, en regardant un peu en arrière, le chemin parcouru, les expériences, je me suis dit, 1 année, ça va passer vite. Et c'est passé vite. C'est passé beaucoup plus vite que ce que je pensais. Et se remettre en question, je pense que c'est nécessaire pour tout. Tu vois. Ça te permet de t'alléger l'esprit et d'avoir une vision claire aussi des choses. Et ça, c'était la première remise en question, donc mes études. Et la deuxième remise en question, j'étais à la fin de mon contrat d'alternance. Je voulais vraiment absolument reprendre la création de contenu, chose que j'avais mis en pause. Donc c'était vraiment le petit sacrifice que j'ai fait. Je pouvais pas faire les deux. Et je me suis remis en question sur comment j'avais construit mon entreprise, est-ce que les erreurs que j'ai pu faire. Et c'était dur, parce qu'en fait, c'était que des échecs. Tu vois, je me suis dit, j'ai pas réussi là. Ça te prend un coup, ça te donne quand même un coup au moral. Et dire, j'ai pas réussi... comment je vais faire ? C'est lourd à porter, quoi. Dans cette remise en question, dans chaque faiblesse, on va dire, à chaque échec, tu trouves une force que tu peux transformer. Je suis encore dedans, tu vois. Je me dis, là, j'ai échoué, mais je peux le transformer comme ça. Là, j'ai échoué, je peux le transformer en telle chose. Mais je me dis, je prends le temps, j'en ai. Je n'ai pas forcément repris de travail. Mais du coup, j'en ai pour vraiment prendre le temps de reconstruire mon entreprise ou le projet que j'avais commencé, et de pouvoir aussi aspirer d'autres personnes, parce que je pense pas être la seule à avoir vécu ça. Pour la plupart des personnes que je connais, on a les mêmes projets d'entrepreneuriat, donc tu vois, on connaît à peu près les étapes, on tombe, on se relève, mais là, tu vois, c'était de voir en fait tous les échecs, j'ai échoué là, et la remise en question, c'est comment je vais transformer ça en choses positives et avancer. Ouais. Et c'est le plus dur parce que t'es seul face à toi. Et l'autre apporte un peu cette haute vision de toi, genre par exemple moi j'ai échoué, mais la personne en face va pas voir ça comme un échec, tu vois. On n'a pas du tout la même vision. Mais quand c'est toi face à toi, on est un peu plus sévère, je trouve. Moi j'ai toujours été sévère avec moi-même, toujours exigeante et tout. Et aujourd'hui j'essaie de délaisser un peu ça. Notamment sur les bons conseils de ma grande sœur. Elle me dit, t'as pas besoin de t'acharner sur toi, de te flageller parce que t'as pas réussi. Il y a bien des gens, des exemples qu'on connaît très bien, des gens qui ont commencé très tard, à 40, 50 ans, et qui connaissent la réussite. Pourquoi moi pas à 27, 28, 30 pourquoi moi je réussirais pas, tu vois. Donc c'est important aussi d'avoir des modèles de représentation, de parcours aussi inspirants, que ce soit d'hommes, de femmes. Une dernière carte. Allez, fleur. Oula. Quelle partie de toi caches-tu même à tes meilleurs amis ? Ma mère, quand j'ai fait lire toutes les questions à ma mère, elle m'a dit, mais Kefsi, ils vont jamais répondre s'ils le disent pas à leurs meilleurs amis. J'étais là, oui, mais bon, t'as compris, quoi. On dirait pas, mais moi je suis fan de mécanique, de sport auto, de tout ça. Chose qui peut être très, très surprenante. Mais j'ai toujours aimé ça. Et oui, je regarde les courses, je regarde les modèles de voitures, j'adore les voitures. Et quand on me voit, on dirait pas. Pour les gens qui ont été amis ou copines avec moi, genre, c'était pas du tout c'était vraiment un sujet, je me dis, mais comment je vais leur parler de ça ? Moi, j'adore les bagnoles, quoi. Genre, je suis fan de Fast and Furious, j'adore la Formule 1, tu vois,
Et en parlant avec des filles, je me suis dit, bon bah non, en fait, on préfère cacher ça. Et pour celles qui accueilleront la nouvelle, tant mieux. Pour celles qui ne veulent pas, ou mes amis ou les proches, bah, c'est pas grave. Mais j'adore parce que j'aime beaucoup les sensations fortes, la vitesse, l'ingénierie aussi, parce que dans ces sports-là, ces domaines, il y a beaucoup de science, beaucoup d'ingénierie. Et moi, ça me passionne parce que c'est quelque chose, donc je suis pas experte et j'aime toujours apprendre. Et j'ai des proches aussi qui sont dans l'ingénierie, dont mon compagnon. Et du coup, j'aime toujours savoir comment est construit un moteur, quelque chose, comprendre en fait comment fonctionne une machine, comme nous, on peut fonctionner en tant qu'être humain. Mais en tout cas, moi, j'adore tout cet univers-là. Voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment... c'est un peu mon petit secret, moi, de dire j'adore la mécanique, les voitures. On dirait pas comme ça, mais moi, j'adore ça. Et bon, en parler avec des gens, je le fais pas, je le garde pour moi. Et bon, j'en parle un peu avec mon copain, donc moi, c'est un peu mon truc, tu vois. C'est trop bien. Voilà. J'adore. Voilà. Bah écoute, on en a fini avec les questions cartes. Eh bien, j'ai beaucoup aimé les questions. Merci. Beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter ? Bah là, par exemple, c'était ma première expérience en podcast et je suis très contente. J'avais un petit peu peur et on en avait parlé quand on s'était rencontrés. Mais en tout cas, j'ai hâte de réitérer. Et franchement, faites de nouvelles choses. Comme moi, là, j'ai pu faire une nouvelle chose, une nouvelle expérience. Faites quand vous avez envie, faut faire. J'avais envie de le faire. C'était toujours dans un coin de ma tête. Je l'ai fait et je suis grave contente. Donc, le conseil vraiment que je pourrais donner, ou voilà, le dernier mot, c'est vraiment faites ce que vous avez envie de faire, malgré vos peurs, le jugement et le résultat qui peut être bon, mauvais. Faites-le au moins. Au moins, arrivé à 90 ans, vous pourrez dire je l'ai fait en fait. Trop bien. La question, c'est vers où peut-on renvoyer les auditeurs ? J'ai un compte Instagram, un compte TikTok qui s'appelle Pavela, donc Pavel avec un A, Kind Heart, parce que j'ai un cœur très gentil, sur TikTok et Instagram. Voilà. Donc, je fais un petit peu je suis très active sur mes deux comptes. Et vous pouvez me voir faire de l'UGC, parler de bien-être, parler de routine. Et ça va un petit peu changer la DA, là. On a une petite refonte un petit peu, là, pour cette fin d'année. Et est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre à ce micro ? Maëlle, parce qu'on l'a rencontrée. Ouais. Et du coup... C'était trop chouette. Franchement, là, de ce qu'elle partage sur les réseaux, ça me motive aussi. Et j'aimerais beaucoup la voir à ton micro. Comme on l'a rencontré aussi, moi en fait, c'était incroyable l'événement qu'on a vécu ensemble. On a fait un événement, on a été sélectionnés pour faire un événement avec Maëlle Jou, pour ceux qui la connaissent sur les réseaux, et c'était vraiment chouette. Du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est comme ça qu'on a décidé de faire l'épisode ensemble. Et oui, j'aimerais beaucoup interroger Maëlle. Parce que nous, on l'a vu que pour une matinée, tu vois, mais je pense qu'elle a tellement de choses à dire, et en plus en fait ça aussi, ça m'a fait déclic de voir que Maëlle, 23 ans, qui arrive à faire plein de choses et qui a pas peur de le faire. Je me suis dit c'est ce genre de choses que moi, ce genre de personnes que j'aime voir sur les réseaux aussi, qui ont pas peur de faire, qui poussent aussi à se remettre en question, à faire à notre rythme. Et j'aimerais beaucoup l'entendre ici. Trop chouette. Si elle a le temps. C'est un projet, j'ai pas osé lui demander parce que je suis. Oui, c'est vrai qu'on en aurait. Ouais, bon, après. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Je te le souhaite en tout cas. Et écoute, je te laisse lire la lettre. Oh, magnifique lettre. De Balki. Cher invité, message pour toi qui vient de partager ton histoire. Si tu entends ces mots, ce que tu viens de vivre, ce que j'ai vécu, il y a quelque temps. Partager une partie de toi dans le podcast dans toute sa splendeur. Je voulais t'écrire ces quelques lignes pour te dire que j'aurais aimé entendre à la fin de mon enregistrement. Tu viens de faire quelque chose de courageux. Ouvrir son cœur, mettre des mots sur ses émotions, se montrer vulnérable face à un micro qui captera ta voix pour des inconnus, ce n'est pas rien. Tu as peut-être l'impression d'avoir trop parlé ou pas assez bien dit les choses. Tu te demandes peut-être si tu as été à la hauteur, si tes mots vont vraiment toucher quelqu'un. Laisse-moi te rassurer, ton authenticité, ta sincérité, tout ce que tu viens de partager, c'est exactement ce que les gens ont besoin d'entendre. Parce que dans ta vérité, d'autres vont reconnaître la leur. Capucine, avec sa bienveillance et son hypersensibilité, a su créer cet espace où tu as pu être toi-même.
Ce que tu as vécu aujourd'hui, cette connexion à tes émotions, à ton histoire, c'est quelque chose de précieux. Prends le temps de laisser reposer tout ça en toi. Bien sûr, je vais prendre cette semaine pour apprécier ce moment qu'on a vécu ensemble, Capucine. Tu vas peut-être ressentir différentes émotions dans les jours qui viennent. De la fierté, de la vulnérabilité, du soulagement peut-être un peu de tout ça à la fois. C'est normal. Tu viens de te montrer dans toute ta splendeur et c'est un acte de courage immense. Merci d'avoir osé, merci d'avoir partagé, merci d'être toi. Souviens-toi, en te montrant tel que tu es, avec tes fragilités et ta lumière, tu donnes aux autres la permission de faire de même et c'est le plus beau des cadeaux. Prends soin de toi. Beth. Très belle lettre. Vraiment, à chaque fois, j'adore. Vraiment, très, 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 très joli mot. Moi, j'avais un peu peur de ça. Je m'étais jamais osé parler, montrer quoi que ce soit. J'ai toujours appris à l'intérioriser. Et là, je suis dans une phase où en fait, j'ai envie d'extérioriser et de pouvoir aider un maximum de personnes à pouvoir vivre les émotions, les mots, être soi. Ah bah t'es vraiment à ta place. Ouais. Et être soi, c'est beau, même si on n'a pas la même façon, tous la même façon de l'être. Et c'est ça, je trouve ça beau dans les gens, dans le monde, c'est qu'on a toute notre façon d'être soi-même par différents prismes, par différents moments. Et ça, j'aime beaucoup parler aux gens, les rencontrer. Même là, avec l'événement qu'on a fait, je ne m'attendais pas à... J'avais un peu peur, parce que quand on ne connaît pas, moi, quand je ne connais pas, je peux être hyper timide, j'ai peur. Et en fait, j'étais dans une ambiance où tout était bienveillant, que j'ai même pas pensé à ce que vous, les filles, vous alliez penser de moi, parce que tellement j'étais pas dans cet état d'esprit-là, quoi. Et pour finir, qu'est-ce que ça signifie pour toi, vivre la vie dans toute sa splendeur ? Oh, c'est vivre vraiment chaque jour comme si c'était le dernier. Parce que dans chaque jour, il y a de la splendeur partout. Elle peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut être nous, un moment ensemble, appeler quelqu'un, faire du coloriage. Tu vois, la splendeur, elle est partout, je trouve. Dans chaque moment qu'on vit, dans chaque temps qu'on s'accorde. Et un jour à la fois. J'ai toujours eu tendance à trop me projeter loin, sans vivre ce que je vivais le moment présent. Tu vois, je pense à demain, parce que c'est demain. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et j'avais tellement hâte de dire, aujourd'hui, je vais enregistrer un podcast, que je vais vivre, en fait, l'instant présent. Ouais. Je vais pas penser à autre chose, je vais juste vivre. Et beaucoup papoter. Et beaucoup papoter, parce qu'on aime parler. On adore parler. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. C'était trop chouette et merci d'être encore là. Et je vous fais des bisous et on se retrouve dans 2 semaines. Merci bisous. À toi. Bisous. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Pour plus de contenu positif et déculpabilisant, rendez-vous sur Instagram et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute si tu penses que ça le mérite. Abonne-toi si tu en veux plus. Partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Belle semaine à toi et surtout, n'oublie jamais d'être splendide.